Get Busy saison 3, épisode 7, l'épisode Ombre et Lumière, un épisode comme d'habitude présidé par celui qui a réalisé la synthèse parfaite entre Ready to Die et Trop jeune pour mourir, Cher, comment ça va? Bonjour, Musée. Ça va bien? Très bien. Puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, car comme James Barry ou Elvis, mais aussi comme Roselyne, Johnny ou Sheila, notre invité a cette particularité d'être identifiable par son seul prénom. Comme Flavor Flav, Prince ou Rémi Brica, notre invité a la particularité de maîtriser une bonne dizaine d'instruments de musique, sauf que Rémi, lui, les pratiquait tous en même temps. Faites vos propres recherches, tout est disponible sur Internet en 2 clics. Comme François Fellman ou Phil Barnet, notre invité est avant tout un toxico de funk. D'ailleurs, comme eux, il a eu son propre groupe. Un exemple ici. Comme un match de Ligue des Champions qui illumine ton mercredi soir, notre invité a réalisé l'exploit de donner un sens à ton dimanche après-midi, avant que tu ne retombes dans le cafard de la soirée, ce moment où tu dois aller te coucher alors que retentit le jingle d'Earth, Wind & Fire, jingle annonçant l'arrivée imminente d'un film que tu devinais forcément mortel. Joe Star, solo, Stomy et même technique de Funky Maestro avec son petit kawaii bleu, notre invité a connu des gens connus à l'époque où ils n'étaient pas connus. Notre invité a aussi été DJ, animateur radio, a fait un peu de cinéma, a enregistré avec Stevie Wonder, vient de créer son label, mais surtout bien avant Harry Roselmack, notre invité a été le premier présentateur télé noir et le premier au monde à présenter une émission consacrée au hip-hop. Comme Goldorak, Albator ou la bataille des planètes, notre invité a traumatisé parfois à vie des générations d'enfants et d'adolescents. Et moins de 45 ans n'ont peut-être rien compris à cette présentation avec des références d'un autre temps. Pourtant, notre invité leur parlera forcément. Sydney est l'invité de Get Busy. Bonjour. Eh ben moi, je voudrais qu'on revienne au tout début, c'est-à-dire l'avant hip-hop, c'est pourquoi tout le monde t'a connu. Mais parce que moi, avant, je t'écoutais à Radio 7, mais je voudrais même qu'on revienne avant Radio 7. Oui, avant Radio 7, c'est une période de DJ et de musicien que j'écumais dans ces années 70. Parce que j'ai commencé vraiment, on va pas dire ma carrière, mais j'ai commencé à mettre les pieds sur une scène. J'avais 14 ans. J'étais un petit peu le petit Jackson, on m'appelait un petit peu comme ça. Je tournais dans la région avec un groupe de rhythm and blues qui s'appelait les Chimes of Fool. Et, je chantais du James Brown, du Otis Redding, de la soul et du funk. Et c'est une période qui a duré le temps que je travaillais bien à l'école, me disait mon père, parce que si je travaillais pas bien, pas de chansons le week-end. Et en même temps, parallèlement à ça, un conservatoire de musique à Argenteuil, là où je suis né, tout simplement parce que j'avais envie, par mimétisme, de faire de la musique. Comme je suis né dans une famille de musiciens, de souffleurs, comme on dit, parce que mon père était saxophoniste, mes oncles étaient trombonistes, saxophonistes aussi. On avait forcément envie de vivre que de musique. Comme dit toujours, je suis né dans un étui de saxophone, donc il fallait que je joue du sax comme mon père. C'est une famille de jazzmen arrivée dans les années 52 en France, en même temps que Miles Davis et le jazz. Donc j'ai vraiment été élevé dans cette culture, ce qui fait qu'arrivé à la fin de mes études, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, parce que j'ai fait des études de comptabilité, tu vois. Et parallèlement à ça, je faisais de la musique. Voilà, donc. T'as fait un bac G comme tous les banlieusards. Exactement. Et moi, j'ai pas connu le groupe dont tu parles, mais après, on t'a connu avec Black, White & Co. Ça arrive quand, Black, White & Co? Black, White & Co, ça arrive à la fin d'un groupe qu'on avait qui s'appelait Men Shark, qui est un groupe de jazz rock, où j'ai joué du sax et en même temps du chantais, on faisait plein de choses. Et on a fait un espèce de petit casting d'un producteur qui cherchait un groupe de black pour accompagner un chanteur blanc, voilà, qui s'appelle Eric Ranson. Et il disait, tiens, c'est bien, ils nous ont choisi pour faire un premier album. Et on s'est mis, donc on a trouvé ce chanteur très 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 bon en plus. Il chante aujourd'hui encore très 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 bien. Voilà. Est-ce que dans ce groupe, il y avait déjà Gary, Mr. Beat, et est-ce qu'il y avait Serge Ponsard? Ah, merci de nommer ces noms qui sont mythiques aussi pour moi, c'est des gens que j'adore. Mais Gary ne jouait pas encore de basse à cette époque. J'ai une très belle photo à la maison d'ailleurs où Gary me regarde en train de jouer. Un jour, je jouerai de la basse. Et Serge Ponsard est arrivé avec nous en même temps dans cette période-là, qui était l'ami de Mams et tout ça, donc quelqu'un qui faisait partie de notre entourage, qui chantait, qui a fait les chœurs, d'ailleurs avec nous sur tous les albums, donc paix à son âme, bien sûr. Et il y avait toujours avec nous un entourage de franco-américains, d'antillais, autour d'un groupe de funk, forcément. On va regarder ce que c'était Black, White & Co. Merci. Wanna care
Le funk en France, ça reste quand même une sacrée expérience parce que c'était une toute petite scène. Mais il y avait une scène à cette époque-là, du côté de Barbès, etc., avec des groupes comme Ice et comme Manu Dibango aussi, qui étaient un petit peu dans cette scène-là. Est-ce que tu étais là-dedans ou ça n'avait rien à voir? On se connaissait. J'ai bien connu Manu Dibango parce qu'à partir du moment où cette scène, on va pas dire africaine, de world music, on va dire, a démarré, avec les Touré Kunda, ça c'est un petit peu après tout ça, dans les début des années 80, c'est une scène où on se connaissait tous plus ou moins, parce qu'on partageait des fois des scènes ensemble, voilà. Mais avec Black White and Co, nous on était vraiment un groupe à part, parce qu'il y avait très peu, il y avait pratiquement pas de groupe de funk à l'état même. Il y avait les Yellow Hand, qui faisait partie, dont faisait partie François Fellman, mais il y avait pratiquement pas de groupe de funk. Donc ça, c'était un peu la clique de l'échappatoire de Mickey Milligan. Exactement, exactement. Okay. Bonne période des discothèques qui balançaient du funk à l'époque, funk, disco-funk, et arrivé dans cette période-là, on était un peu des extraterrestres, quoi. Un peu toujours en avant-garde sur le principe, mais... Ça reste de la niche quand même, le funk en France. Ouais. Parce que le funk, pour nous, on était d'abord une clique de copains, comme d'habitude, et on aimait le funk, on aimait le jazz funk. Jouer ensemble, déjà, c'était notre premier plaisir. C'est pas le fait de faire des disques, mais c'est surtout de jouer, de faire du live. Alors, d'avoir trouvé un producteur qui a eu la folie de nous produire, parce que produire du funk dans une période où la disco était encore un peu mourante, mais là, il n'y avait pas de hip-hop encore, il n'y avait rien, donc on était dans une espèce de... Et on chantait en anglais, donc la maison de disques Carrère nous avait signé, mais en disant, bon, et vous chantez pas en français, ça passera pas en radio, et effectivement, on a quand même décidé... Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. On a quand même décidé de chanter en anglais parce qu'on le sentait mieux, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'il faut replacer, à l'époque, il n'y a pas la bande FM, non. Pas encore. Et effectivement, le funk à la radio, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il ne faut même pas y penser. Le chanteur était franco-canadien, donc ça va. Pour question d'anglais, on était tous assez polyvalents et bilingues. Donc, il n'était pas question pour nous de changer cette ligne de conduite qu'on s'est donnée. Le funk, il faut qu'il aille qu'il aille aux États-Unis, qu'il aille ailleurs, mais on était parti pour vraiment toucher l'international. C'était le but, hein, même si... Je le disais en intro, tu maîtrises une dizaine d'instruments de musique. Tu jouais de quoi précisément dans Black White & Co? Je jouais de la basse, je chantais, je jouais du dansais, sax. comme on a vu. Voilà, j'ai fait les arrangements cuivre. On fait vraiment tout polyvalent. Oui, la danse, c'est moi qui montais les chorégraphies pour mes gars. De tout, quoi. En même temps, on était tellement contents, pris dans l'enthousiasme de pouvoir faire de la musique. Tous les éléments, chaque membre du groupe apportait ses qualités, quoi, on va dire, voilà, et ses défauts. Tu parlais à l'époque des discothèques. Ouais. Et donc, comment tu es devenu DJ à l'Émeraude? Alors, DJ... on va expliquer, moi ça tu l'expliqueras après, mais c'est de l'Émeraude que tu as été repéré pour hip-hop. Ouais. Enfin, pour Radio 7, pardon. Ouais, de DJ, je faisais le DJ parce que vivre de musique uniquement, avec mon saxophone ou les instruments, c'était pas évident de gagner sa croûte. Je me suis aperçu qu'un week-end, en faisant un remplacement dans une discothèque qui s'appelait l'Émeraude, où je venais de jouer avec un groupe américain, là j'étais batteur dans ce groupe, le DJ, ne s'étant pas entendu avec la direction, le soir même a décidé de quitter les lieux. Je lui ai dit, écoutez, j'ai des disques chez moi, parce que je collectionnais des disques déjà depuis l'âge de 11 ans, et je suis venu, ma carrière de DJ, elle a démarré vraiment comme ça, d'un soir. Paf, je dis tiens, alors j'avais déjà fait des petits trucs dans des bars, dans des trucs, mais là, vraiment, la carrière de DJ à l'Émeraude a commencé à ce moment-là. Et ça m'a permis, moi, d'avoir plus d'argent la semaine pour ne pas aller travailler comme tout le monde et pouvoir vivre que de musique en étant DJ et musicien. Donc ça, c'était au début des années 80. Ouais, début des années 80. Alors, au début des années 80, il y avait une autre boîte qui poussait de la funk, c'était le Pacifique. Ouais. Mais c'était, on va dire plus, c'était la funk de Rebeu. Ouais. C'était plus Barry White, et toi, tu étais plus James Brown. Ouais. Dans l'absolu. Oui, parce que dans ce que je faisais, moi, c'était vraiment le funk, le P-funk, le pur funk, celui de George Clinton, de Sly Stone, de James Brown. J'étais vraiment plus enraciné, j'avais une clientèle qui venait vraiment écouter du pur, comme on dit, quoi. Et en même temps, je mettais de la salsa, de la musique antillaise. J'aimais bien ce brassage de musique et de population qui venait dans ce club. Donc aussi beaucoup de reggae. Et j'avais une clientèle qui venait, mais qui aimait toute cette qualité de black music. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est à l'Émeraude que Marie-France Bruyère te repère et te propulse sur Radio 7. Oui, parce que j'avais des clients comme la bande FM des Marais, donc j'avais Clémentine Célarier qui venait écouter de la bonne musique, j'avais aussi Jacques Higelin qui venait, j'ai eu Nida Hagen comme cliente aussi, et
tous ces gens-là font un jour, ils avaient une réunion donc à Radio France, et Marie-France Brière cherchait un animateur noir pour une tranche de musique black. Alors j'ai dit bon, et de là, dans cette réunion, donc, tu as Clémentine Célarié qui propose, il dit mais je connais un animateur black, il est bien, va le chercher. Voilà, Parce qu'aujourd'hui on connaît Clémentine Célarié, actrice, ouais. mais à l'époque elle était animatrice sur Radio 7. Exact. Elle était déjà animatrice sur Radio 7 avant moi. Et finalement, Marie-France Brière m'a donné cette tranche horaire de 10h à minuit juste avant elle. Ce qui fait qu'on a eu des échanges de passages d'antenne mémorables avec Clémentine, qui est bien sûr devenue une amie. Concernant justement ton émission sur Radio 7, on a reçu Sophie Bramley dans une émission précédente qui nous disait qu'elle venait de voir à Radio 7 avec des disques qu'elle ramenait de New York. Oui. Et elle nous disait, lui, il avait déjà les disques. Donc comment tu avais ces disques? Alors là, c'est tout simple. J'allais à Londres. Je me procurais les disques. J'ai toujours acheté des disques en import. Donc, de toute façon, j'allais dans tous les lieux, maisons de disques d'importation qu'il y avait à Paris. Et en plus de ça, j'hésitais pas à prendre le train pour me ruiner en disque vinyle à Londres. Je débarquais, comme beaucoup de DJ d'ailleurs, qui étaient vraiment en quête de la dernière nouveauté pour alimenter non seulement la radio, mais aussi par pur plaisir, parce que j'ai toujours été un grand collectionneur de disques vinyles. Donc, c'était vraiment une période de ma vie qui, bon, jusqu'à aujourd'hui tout va bien, mais qui était excellente parce que là on allait chercher le Graal à chaque fois. Donc j'avais déjà les disques et Sophie venait m'emmener en plus des perles rares. Donc on était vraiment en symbiose avec des gens comme Sophie Bramley ou Laurence Twitou. Parce que pour replacer ça vraiment dans l'historique, au début tu arrives, donc c'est purement une émission de funk. Ouais. Et après il y a le hip-hop qui arrive. Et toi tu es l'un des premiers, parce que tu avais une émission de radio, a commencé à passer Grandmaster Flash, l'électro-hip-hop. Ouais. Si on oublie toujours que la musique numéro 1 du hip-hop, à la base, c'était plus l'électro-hip-hop que le rap, dans l'absolu, parce que les premiers... Bon, Planet Rock, tout ça. Et tu es celui qui commence à faire les premiers liens entre la culture hip-hop. Alors souvent, dans le funk, il y avait un mépris pour le rap. Pour les mecs qui écoutaient du funk, quand le rap est arrivé, ils voyaient ça, pour eux, c'était de la merde. Hein. Toi, tu n'as pas eu ce truc, tu as tout de suite été séduit par ça. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu... pas d'avant-garde, mais un petit peu précurseur. J'aime tout ce qui est nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon fils qui a 20 ans qui fait de la drill, Non, mais j'écoute tout ce qui se passe parce qu'il y a une ambiance, il y a toujours quelque chose de perceptible et de nouveau. Et quand le rap est arrivé, on rappait déjà finalement, parce qu'on rappait sur des groupes de funk qui mettaient déjà des ponts musicaux avec du rap dedans. Donc, Alors, pour ceux qui veulent jouer les historiens, il paraît que l'un des premiers trucs où on entend un rap sur un disque de funk, c'est Fatback. Fatback Band, oui. Il y a Fatback, il y a James Brown qui tout doucement rappait sur de la musique. On avait les Last Isaac Poets. Hayes aussi. Isaac Hayes, voilà. On avait les Last Poets qui, eux, moi j'avais les albums des Last Poets parce que j'écoutais la musique derrière. Et c'était Kool and the Gang qui faisait les musiques des Last Poets, donc j'écoutais la musique avant. Il y a un album où ils ont fait la musique. Vraiment rien à voir. C'est plus des slammers que voilà. Mais on était déjà dans cette période de rap. Moi, j'ai été vraiment séduit par le rap avec Lakeside. Donc Fantastique Voyage, qui est ce morceau où vraiment ça rappe vraiment fort au début, avec une basse batterie rap. Et à partir de ce moment-là, j'étais connecté, mais on ne savait pas qu'on était dans la culture hip-hop. Moi non plus, je ne savais pas. C'est Africa Bambaataa qui me l'a dit, une fois que j'avais passé donc Planet Rock. Et encore, je passais Planet Rock parce que j'avais une émission thématique du lundi au vendredi, et que je me suis dit, bon, il y a un soir, je vais faire vraiment des trucs électro, des sons nouveaux, des choses nouvelles. Et ce jour-là, j'ai dit, tiens, Planet Rock, on dirait du Kraftwerk, c'est bien, tiens, je vais passer ça, et voilà. Donc de plus en plus, le hip-hop a pris de la place dans ton émission, jusqu'à devenir un truc un peu l'axe du truc, même si tu passais toujours de la funk. Alors nous, on a fait beaucoup de notre culture avec toi au début, hein. On a découvert plein de groupes de funk grâce à toi. Merci. Et les gens dont on parlait qui étaient avant toi, Smith & Wesson par exemple. Sur la bande FM, il y avait aussi Phil Barnet. Oui. Et puis à l'époque de Radio 7, mais après la deuxième période de Radio 7, quand tu es revenu, il y avait une autre école sur RDH avec Dynasty. Oui, Ben. Dynasty, chez les voir aussi. On était personnellement dans ma culture les gens aussi importants par rapport à ça. Mais à quel moment tu sens vraiment que toi, ça y est,
t'es pris par la culture hip-hop complètement. C'est ma rencontre, que, grâce à Laurence Huitou et Sophie Bramley, ma rencontre avec Afrika Bambaataa. Je ne l'ai pas cru, vraiment, c'est une véritable belle histoire. Quand elle me dit, vous passez, monsieur, je l'ai au téléphone, et vous êtes en train de passer la musique d'Afrika Bambaataa, il est chez moi, et je ne l'ai pas cru. D'Afrika Bambaataa, il est chez vous. Même si pour moi, ce n'était pas non plus une big star, je ne le connaissais pas vraiment, je connaissais sa musique. Elle me dit, bon, si vous ne croyez pas, je vais venir avec. Et un quart d'heure après, 20 minutes après, elle arrive avec Afrika Bambaataa qui rentre. Et là, pour moi, tout se fige psychologiquement. Il me parle, il me dit, mais écoute, ce que tu fais là, t'es dans une culture qui s'appelle la culture hip-hop, et il commence à m'expliquer, en plus en direct à la radio, ce que c'est. Après, hors antenne, on fait vraiment encore plus connaissance. Il vient pas seul, il y a 2 danseurs, Fable et Mr. Freeze, qui sont là, qui commencent à danser un peu devant moi, parce que ça glisse bien sur le plancher, sur le carrelage de Radio France, bien astiqué. J'ai ces danseurs, donc je prends tout dans la figure, en même temps que les quelques invités qui étaient là. Et je me dis, bon, ben là, il me dit, non, là, tu es dans une culture hip-hop, on ramène des disques, on écoute, et il a dit, ça, c'est de la culture hip-hop. Et on commence, il me dit, mais tu es déjà dedans, parce que déjà, je parlais en rappant un peu, mais sans réellement m'identifier, me dire qu'on est dans une culture qui s'appelle hip-hop. Il faut dire, en 82, tu as 2 disques énormes qui sortent, tu as le message de Grandmaster Flash et le Planet Rock de Bambaataa. Ils sont quand même deux tsunamis quand ça arrive, quoi. Ouais. Et en plus, Bambaataa avait pour moi cette image un peu qui collait à celle de George Clinton et du funk. Et on lâchait pas, nous, quand il m'expliquait dans ses interviews, il lâchait pas l'idée du funk, de James Brown, de George Clinton, de tout ce funk. Donc pour moi, c'était une seule continuité que d'aller vers la culture hip-hop. Parce que tout ce que faisait Bambaataa ou les autres était une continuité du funk. Bah, en parlant de funk, on va avoir un autre père du funk, c'est Sly Stone. Sly and the Family Stone, I want to thank you for letting me be myself, pardon, américain. Voilà, un des groupes les plus influents aussi du funk avec James Brown et George Clinton. Sylvester, Stewart. C'était, comment dire ça? Oui, avec James Brown, Sly est arrivé. C'est comme un grand changement, tout en restant dans le funk, quoi. Il a amené un son, une ambiance, et un look, tout, il a tout amené. Ça ne dépassera pas... comment dire ça, la dimension d'un type comme James Brown, qui est comme un Jean-Sébastien Bach du funk, pour moi, hein, je dis bien, qui représente. Mais Sly est quelqu'un qui a amené justement ce côté multiculturel, multiracial sur scène. Et on avait un côté beaucoup plus rock et en même temps funk à l'intérieur de sa musique, ce qui a ouvert les portes au monde, parce que sinon on était un peu cantonné à se dire tiens, James Brown c'est pour la musique pour les blacks, et là Sly Stone a élargi ce public. Bizarrement, c'est un groupe qui incluait des blancs aussi, et je trouve qu'il a moins d'exposition globale que Clinton ou James Brown par exemple. Ouais. Et eux étaient strictement plus avec des noirs. Oui, mais malgré tout... c'est parce qu'il a moins bien géré sa carrière que les 2 autres. Oui, déjà. Mais en plus, non, il a eu aussi il a été confronté à beaucoup de problèmes justement raciaux à ce niveau-là. Le fait qu'il ait des musiciens blancs, mais il a été aussi très bien accepté parce qu'il y avait aussi des femmes dans son groupe, enfin toute une famille, quoi. Donc c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a amené tout cela, ce qu'il n'y avait pas avant dans les autres groupes. Donc suite à cet engouement et cette arrivée, cette prise d'importance un peu plus grande à chaque fois du hip-hop dans ton émission sur Radio 7, tu passes à TF1. Je crois que c'est parce que Marie-France Brière passe de Radio 7 à TF1 et elle t'emmène avec elle. Exact. On lui a dit, écoutez, voilà, Hervé Bourges lui dit, voilà, tu vas prendre la direction des variétés et divertissements à TF1. Maintenant, présente-nous des émissions. Elle a dit, moi, première émission à faire, allez tout de suite, allez là, quoi. Elle n'a pas réfléchi. Elle a dit, bon... Il y a Sydney qui apprend des jeunes à danser, ils viennent tous danser dans les couloirs de Radio France. C'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'elle s'est beaucoup heurtée, bien sûr, à TF1, qui ne voulait pas d'une émission sur la danse. La danse et la culture avec les chaînes de télé, c'était pas trop le principe. Mais elle s'est imposée et on lui a donné, écoute, on lui a donné
Parce que Marie-France Bruyère, il faut la connaître, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui n'aime pas qu'on lui dise non. Et on lui a donné, bon, ben, tiens, il y a 14 minutes le dimanche, là, après Starkey Hutch, débrouille-toi avec cela. Et on a donc pu... elle m'a dit, bon, écoute, tu vas faire une émission. J'avais aucune notion de pouvoir me dire, tiens, sur le plan pédagogique, et apprendre à la France à danser surtout hip-hop, parce que la télé, c'est d'abord et avant tout visuel. On ne parlait pas de rap, encore à l'époque. Et j'ai dit, bon, bah, je vais m'entourer des gens qui m'ont fait connaître le hip-hop. Donc j'ai rappelé Laurence Twitou, Sophie Bramley. Je dis, les filles, vous connaissez New York? Pas moi, pas encore. Et vous connaissez tous ces gens qui ont créé ces cultures. Voilà, venez avec moi faire une émission. Voilà. Avant d'aller plus loin là-dessus, Ouais. on va regarder le générique de hip-hop. Voilà. Et là, c'est le choc. Bah oui. Tu parles des gens que tu as rappelés, qui étaient déjà plus impliqués dans la culture hip-hop, comme Sophie Bramley et Laurence Twitou. Mais tu arrives avec les PCB, qui est un groupe de danse. Comment se forment les PCB? Ils existent déjà avant Non, l'émission? ils n'existaient pas. Rien n'existait. Ce qui s'est passé, c'est que Bambaataa me dit... moi, quand on me propose une émission, j'appelle Bambaataa, on l'appelle. Je dis, voilà, est-ce qu'on peut déjà appeler l'émission hip-hop? Parce que pour nous, c'était déjà un nom de culture, tel qu'il me l'avait dit. Donc il me dit, OK, pas de problème, en France, moi, je vous donne l'autorisation. On s'est un peu heurté à TF1 qui voulait avoir les droits. Alors on a dit non, on défendait déjà cette culture et on ne voulait pas non plus que TF1 s'approprie une marque qui peut générer du merchandising sur le dos de gens, sur notre dos, on va même dire carrément. Mais c'était une position qu'ils ont prise qui était tranchée, qui était vraiment soit on a les droits du mot hip-hop, soit il n'y a pas d'émission. On a laissé les droits se faire, tant pis. On avait la possibilité de faire une émission sur la culture hip-hop, tant mieux si on la faisait, voilà. Et fallait tout créer. Bambaataa me dit, bah, écoute, il faut que tu t'identifies, il faut que les jeunes puissent s'identifier à ce qui se passe vraiment dans les quartiers, donc il faut un groupe pour que les autres fassent pareil. Donc on a monté les Paris City Breakers, parce qu'il y avait les New York City Breakers, parce qu'il y avait les Rock City Crew, et bon, bah, il fallait que je trouve aussi des danseurs pour... Alors, il y a eu Franck Delouise, et je me suis dit, en plus, je vais faire un melting pot, il faut un blanc, un noir, fallait surtout qu'il y ait un blanc aussi, parce que sinon, les gens allaient dire, bon, bah tiens, les noirs, c'est normal, ils savent tout bien danser, alors que nous. Donc, quand on fait de la télé, c'est assez délicat, mais bon, Franck Delouise, j'ai pas eu de problème pour le trouver, parce que lui, il habitait dans mon quartier à Saint-Denis, et qui venait déjà danser en bas de chez moi. Je lui ai dit, écoute, il était aussi DJ, il était vraiment un type touche à tout, mais avec une envie, une soif. Et coursier. Oui, il continue. Monsieur Delouise, maintenant. Et après, un black, donc j'avais donc... puis je leur ai tous donné des noms. Comme ils dansaient comme ça, je dis, Franck, toi, tu vas t'appeler le breaker fou. J'avais l'habitude toujours de donner des noms à tout le monde. Et après, j'avais Scalp, le bulldozer. Alors, Scalp, c'était un petit du quartier de la Courneuve, qui était assez tourmenté aussi, violent et super gentil. Il a toutes les qualités. Et donc j'ai dit, tu vois, tu viens avec moi, il vient sous ma coupe. Comme il dansait bien en robot, on a dit, tiens, allez hop, tu viens danser. Et le troisième, Solo... Je l'aime pas trop, ce Solo, moi. Pardon? Non, c'est une privée de... entre eux. Et Solo, qu'on a trouvé, il nous fallait le breaker, le meilleur pour faire cette émission, quand même. Il fallait quand même des bons danseurs, meilleurs que moi, parce que moi, j'apprenais aussi en même temps à danser, mais il fallait vraiment des jeunes. Et Solo, mon frère l'a trouvé au Trocadéro. Il dit, toi, t'es bon, tu viens avec nous à la télé. Alors, il y avait d'autres danseurs qui j'ai demandé, comme Alberto Junior, qui dansait vraiment, qui est toujours d'ailleurs un excellent danseur. À l'époque, c'est vrai qu'Alberto, c'était la référence en danse debout, ce qu'on appelle la danse debout. Voilà, alors j'ai dit à Alberto, non, je ne veux pas faire télévision, on est en train de te faire récupérer. Enfin, il y avait toujours ce discours, la télévision, c'est un truc de vendu, papa. Et t'as oublié Willy. Willy est arrivé aussi, pas tout à fait au début, il est arrivé juste un petit peu après. On a gonflé le crew, comme on va dire. Il y a eu Nicolas, il y a eu d'autres danseurs qui sont venus se greffer à nous. Jean-Marc, qui maintenant vit à Biarritz. On est de très bons danseurs. Ouais, Jean-Marc Petit. On était une espèce de
des squads de danseurs. Donc dans les PCB, il y a une dizaine de danseurs qui sont à la base, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui ne pouvait pas, l'autre pouvait venir. Et puis eux-mêmes, après, se sont organisés, sans mon aide. Hein, le Paris City Breaker s'est identifié par eux-mêmes, c'est ce qui était fort. On avait reçu Solo ici, il nous expliquait après la deuxième vague de PCB, justement, surtout avec lui, Nicolas, principalement. Ouais, avec Nicolas. Et Jean-Marc aussi. Et Jean-Marc. Ça a régénéré l'histoire. Et puis, alors, il y a un truc, on va rendre quand même hommage à Solo pour un truc, c'était vrai que c'est un truc dont on va parler, mais quand tout s'est cassé la gueule et que c'était le creux de la vague, lui, il a vraiment tenu un peu le break au bout de ses bras. Quoi, vraiment. Oui, lui et tous les breakers, parce que bon, il y a eu les Paris City Breakers, mais surtout les actuelles forces qui ont vraiment n'ont jamais lâché. Le sentiment qu'il y a eu quand l'émission s'est arrêtée un an après, c'est que pour eux, il y a un sentiment d'abandon pour tous les jeunes en France. Et ça, c'est terrible, très cruel. Ouais. Tu dis que c'est une émission au départ qui était pour vendre, entre guillemets, de la danse, mais je crois que chacun a un petit peu pris ce qu'il avait à apprendre là-dedans. Comme moi, je sais que la danse, ça m'amusait un petit peu, mais c'est essentiellement les trucs musicaux que tu passais qui vraiment m'ont fracassé. Oui. Notamment Rock It, je le répète à chaque fois, mais c'est le truc, il y a eu un avant et un après. Première émission, elle a été tournée au 4000, symboliquement, avec Futura. Et c'est vrai que tu as reçu Madonna, tu as reçu aussi bien Herbie Hancock que François Fellman. Tu as reçu beaucoup de gens dans cette émission. Bambata, évidemment, Fable, tout ça. Ouais, on s'est fait plaisir, nous. Avec Laurence, on s'est dit, tiens, c'est déjà dur de faire une émission. Les Fat Boys, il me semble. On a fait les Fat Boys à New York, on a fait un spécial les avais comment, New York. du coup, parce que, tu vois, autant, bon, je pense que peut-être, je me trompe peut-être, mais pour Futura ou des choses comme ça, c'est des gens qui sont là-dedans, donc pas de problème. Ouais. Herbie Hancock, c'était déjà un grand nom du jazz quand il est arrivé avec Rock It. Oui, mais on a eu cette chance que les maisons de disques étaient derrière nous, parce que justement, pour eux, c'était des artistes qu'on ne voyait pas forcément en télé. Alors, c'était une opportunité. Auquel même pas Herbie Hancock n'a pas refusé, en plus parce qu'il était bien sûr bien ami avec DST, le DJ, pour faire Rock It. Donc d'une pierre deux coups, il était plus facile de les avoir. Donc c'était une chance inouïe qu'on a eue. On a fait James Ingram qui n'a rien à voir. Je voulais aussi élargir un petit peu, justement par rapport à la culture hip-hop, cette culture funk de musique soul, et à travers donc l'émission, on en profitait pour se dire, ah ben tiens, on peut faire un tel. Madonna était la copine de tout ce clan de New-Yorkais dans cette culture hip-hop. Donc forcément, elle arrive et dit, oh, moi aussi, je vais chanter ma chanson. On a beaucoup hésité parce que Holiday, effectivement, c'est pas une chanson hip-hop. Mais elle faisait partie de notre bande, quoi, on va dire. Voilà. Et c'est un peu pour ça, quoi. Et tu avais reçu les Break Machines et il paraît qu'il y a eu un défi avec les PCB. Oui. C'était un défi voulu par les PCB. Street Dance, le morceau. Ouais, sur Street Dance. Et j'ai eu aussi un défi avec les maisons de disques, parce que nous, on ne voulait pas laisser le morceau de Street Dance, on le trouvait trop commercial. Et on voulait, donc on a fait un mélange de mix Street Dance et Rock It pour l'émission de télé, ce qui a créé un peu... Et très, très charmant d'ailleurs, les Break Machines, très sympa. Ça, c'est bien fait. Vous avez envie, les PCB avaient envie de... On avait une vraie culture hip-hop, hein, de battle. C'était virulent. Donc on revient à ce que tu disais. L'émission s'arrête presque aussi vite qu'elle a commencé. Mais entre-temps, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire vraiment, ce qu'on appelait ça à l'époque le Smurf. Alors ça a été un effet de mode pour beaucoup. On parlera du noyau dur qui a subsisté. Mais toi, comment tu t'es retrouvé pris dans ce tourbillon? Comment tu l'as vécu à l'époque? La première émission qui Comment tu l'as vécu à l'époque et comment tu le vois maintenant avec le recul de tout ça? Parce que tu as un peu vampirisé, entre guillemets, le hip-hop. C'était toi le visage de ça, en fait, à cette époque-là. D'abord, tu t'y attends pas. Tu attends pas, je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a tourné 3 émissions. La première est diffusée vers le 15 janvier. Je pouvais plus sortir. Je sors de chez moi, il y a à Saint-Denis, sur la place de la mairie. Noir de monde. Là, tu restes, tu refermes la porte, tu remontes chez toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, non. Je m'y attendais pas. Parce on aimait ce qu'on faisait. J'ai pas voulu faire de la télévision pour dire, tiens, je vais devenir célèbre. J'ai fait de l'émission parce que après la radio, la télévision, pour la culture hip-hop, j'étais à fond dedans. Donc tu penses pas devenir... c'est pas le mot célèbre, mais d'être connu comme ça du jour au lendemain, c'est assez stressant. Parce que quand tu repenses, il n'y avait rien pour que ça réussisse, quoi. L'horaire n'était pas bon, le sujet était
un peu moyen. Ouais. Il y avait beaucoup de noirs, etc. Alors qu'on C'était n'avait jamais vu ça. Enfin, C'était très naïf comme contenu. Exactement. Et on n'avait pas de moyens pour faire une belle émission. On a mis vraiment... c'est une émission qui voilà. aurait plus sa place en pleine nuit, par exemple. Oui, voilà. Et, Sur Zik. Sur TV6. Ouais, peut-être. Plus tard. On avait tu vois la couleur des images, c'est un petit peu ça. T'es vraiment avec les moyens du bord, parce qu'il n'y avait pas du tout de moyens. T'es à faire un dit bon, pas d'argent, on a mis des échafaudages, on a accroché 3 vélos. Est-ce que tu as une idée à l'époque des audiences de ça? Alors moi, je voulais pas du tout savoir, et on essayait même de me cacher, de me dire non, vaut mieux pas, fonce. Je crois qu'il y avait Mieux pas, il va nous d'abord une demander énergie. plus d'argent s'il sait que ça marche bien. Oui, parce que Ouais. justement, Solo, il nous racontait que, alors c'est pareil, lui, très vite propulsé, mais en fait, les cachets n'étaient pas extraordinaires. Non. Ils étaient même dérisoires. Ouais. Il gagnait plus avec les galas Oui. qu'avec l'émission Bah, où nous c'était tous. vraiment des Moi miettes. compris. Alors, pour un Ouais. gamin de 14 ans, c'est fantastique, Ouais. mais c'est un peu de l'arnaque, quoi. Oui, ben, moi compris, on n'avait pas de budget, c'est-à-dire qu'on était payé, on dit une solde militaire. Hein. C'est comme là, vous êtes dans un truc où on aime ce qu'on fait, quoi. Donc en même temps, bon ben, on sait qu'il y a des choses, il y a des points où on va être lésé. Hein. C'est pas grave parce que effectivement après on avait des spectacles et ce qui permettait de mieux payer les danseurs. Et... Alors, c'est le truc dont on a parlé avec Solo, effectivement, tu te retrouves propulsé, tu deviens une célébrité, t'as pas spécialement la richesse qui va avec, en vérité. Ouais. Et c'est la même chose qu'ont connu les Rocksteady, tout ça aussi aux États-Unis. Donc après, il y a le retour à la réalité. Parce que quand tout s'arrête, c'est aussi violent. C'est très violent. Et je dis toujours que ce qui a été violent, c'est pas quand on s'arrête, parce qu'on a décidé vraiment de s'arrêter, parce que bon, et d'abord il n'y avait plus de manque de moyens. Et l'audimat, pour eux, est redescendu parce qu'au mois de septembre de l'année 84, on n'était plus diffusé le dimanche, mais diffusé le mercredi. Ils ont donc prétexté qu'il y a moins d'audience, on va peut-être pas garder l'émission. Tous les mois, on ne savait pas. Ils vous ont poussé gentiment vers la sortie. Voilà, on nous pousse vers la sortie. Et après, quand on décide de bon, allez, on a montré à la France comment danser. Dans tous les villages de France, on a dansé et tout le monde profitait de cette culture hip-hop. Donc, c'était plus la peine, on n'avait plus trop grand-chose à faire. Les danseurs à l'extérieur, quand on faisait des spectacles, étaient même meilleurs que nous, des fois. Mais voilà, on avait fait le travail. Quand ça s'arrête, c'est violent. Mais moi, je pense que ce qui est le plus violent, c'est que les gens pensaient que nous, on avait fait du fric et que, surtout moi, on dit oui, bon, maintenant, ça a marché pour toi. Alors maintenant, il s'en fout. Alors que j'ai continué, on a fait une autre émission derrière qui s'appelait Code d'amour, qui avait un public, pour toucher un public beaucoup plus large. Et je devais avoir à l'intérieur de cette émission une rubrique assez importante sur la culture hip-hop, ce qui n'a pas été fait parce que j'ai rencontré d'autres producteurs, coproducteurs de l'émission qui s'opposaient à parler du rap. Pour eux, c'est fini la culture hip-hop. Et que moi, j'ai toujours voulu continuer parce que j'avais des messages de tous ces jeunes qui se demandaient où j'étais. Ton époque princière. Oui, voilà. Et princière, ouais. Il dit comment tu t'habilles là, c'est plus comme ça. Alors que voilà, je voulais élargir un peu le truc. Et comme je n'arrivais pas à m'exprimer dans cette émission, que je ne pouvais plus continuer à parler de la culture hip-hop, j'ai décidé d'arrêter. Avant, tu as eu Passeport pour la forme. Oui, c'est une émission d'été. On va se dire les choses franchement. Quand tu parles du sentiment d'abandon et tout ça, effectivement, on t'en voulait. Ouais. On t'en voulait parce que, après, effectivement, ça n'a pas été la dernière collab, parce que quand même, Passeport pour la forme, c'était une émission qui était quoi, seconde partie de prime time, c'est ça. Donc c'était quelque part une promotion quand même. Tu n'étais pas redescendu comme tous les autres dans l'anonymat. Donc voilà, il y avait ce sentiment d'abandon. Et je vais dire très franchement, parce que bon, on n'a pas toujours été copains, mais nous, on n'en pouvait plus de cette image de ciné, les frères et sœurs, ce truc-là. C'était comme Solo l'a très bien dit. Maintenant, on peut en parler avec recul. On a vraiment découvert le hip-hop après, réellement, ce que c'était la profondeur, le sérieux. Alors c'est vrai que le hip-hop, maintenant, on regarde tout ça comme une Madeleine de Proust parce que c'est le côté, c'est notre enfance, c'est le côté innocent, c'est le côté jovial, c'est le côté qu'on regrette aujourd'hui que le hip-hop est beaucoup plus racailleux ou tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, nous, on avait besoin d'un truc plus sérieux, plus profond. Et toi, tu avais fini par incarner tout l'inverse de ça. Et c'est un truc qui nous pesait. On n'en pouvait plus. Les mecs de Cité se foutaient de notre gueule. Enfin, c'est un truc, on n'en pouvait plus de ça, réellement. Alors, je comprends que c'est pas de ta faute, c'est les médias qui ont focalisé. Mais en fait, c'était plus ta personnalité que la culture hip-hop. Ouais, exact. Et ça, alors, au bout d'un moment, on n'a pas été tendre avec toi, mais il fallait qu'on coupe avec ça. Je comprends. Il fallait. Mais aussi, il faut penser qu'à cette époque, c'était même aux États-Unis, c'était avant l'arrivée de Grandmaster Flash et du rap conscient. Il n'y avait pas de rap conscient. Il y avait un rap, on parlait, un rap festif. Tout à fait. Et que nous, moi, si à l'époque, il y aurait eu un rap conscient qui serait arrivé
Quand est arrivé avec moi à Radio 7 Lionel D, qui était l'un des premiers pour moi à raconter des textes où il était un écorché vif, à qui j'ai laissé la parole aussi. Tant qu'on n'avait pas ça, on ne pouvait pas, nous, penser que on pensait que même moi, je pensais le hip-hop, j'ai toujours dit que le hip-hop n'est pas une mode, que c'est un mouvement. Il était en plein développement. Moi, j'étais à la base. Quand au début de quelque chose, tout n'est pas encore affirmé, définitif. Et que c'est cette jeunesse qui, elle, arrive après moi, qui, elle, va confirmer, consolider les liens de cette culture. Et au début, on est parti avec du balbutiement, avec des choses qui ne sont pas encore nettes et claires. Et c'est pour ça que, au début, soit on ne me prenait pas au sérieux, soit on s'est dit, bon, OK, il a démarré le truc, après, on enchaîne. 86, Public Enemy arrive, et là, les concerts commencent à arriver, et là, vraiment, Public Enemy, c'est après, mais ça, c'est après, ouais. 86, il y a autre chose. Alors déjà, je parlais de cette école d'RDH avec Ben, Dynasty, qui était justement plus dans ce truc qui rappait des gens français, contrairement à toi qui faisait du franglais, du machin. Ils arrivaient avec ces trucs plus conscients. C'était une autre école qui se développait, et puis surtout, avant même Public Enemy, parce que Public Enemy, c'est 87, en fait. T'as le globo, t'as le terrain, et là, toi, t'es plus là, quoi, tu vois. Moi, je suis pratiquement plus là, parce que moi, j'avais fait, pour moi, T'avais fait le job. J'avais fait le job. Il y a de la relève qui arrive, il y a de la danse, il y a du rap. Ça commence à arriver bien avant les compiles Rap Attitude. Il n'y avait pas encore vraiment de groupe de rap, mais ça arrivait. Lionel D, que je trouvais plus qu'excellent. Il y avait d'autres. Je me demandais même comment il faisait pour écrire. Parce que je vais rappeler aussi un épisode. T'es revenu à Radio 7 après. Oui. Et là, t'as donné la parole à plein de rappeurs. Et c'est là qu'il y avait Lionel D, Iron Issue, Richie, Richie. C'est là qu'on a vu débarquer les New Generation, qui ont amené un nouveau style. Tous ces gens-là étaient en train de renouveler le rap, déjà. Et c'est vrai qu'on les entendait à Radio 7. C'est-à-dire, avant même le Dina Style, le truc, c'était quand t'es revenu à Radio 7. Oui. Et là, je pense que moi, j'avais plus besoin d'avoir la parole. Je pense que j'étais plutôt le média pour emmener ces jeunes-là, de se faire connaître et amener le message du hip-hop et du rap. Ça, c'était important. Alors, bien sûr, je rappe aussi, mais je pense que j'étais d'une autre, déjà, génération. On va peut-être pas mettre le mot génération, mais j'ai amené un truc, et c'était place aux autres. Ça, c'était hip-hop. Si tu veux, par exemple, là, on va regarder, après, il y a eu le Radio Crochet, après Rap Attitude, qui s'appelait Nation Rap. Et franchement, c'était pas terrible. Alors juste pour expliquer aux gens, c'était une camionnette, camionnette de l'agence Touriste, mais en jaune, avec laquelle tu sillonnais la France à la recherche d'un rappeur qui va faire émerger. C'était un concours. Et le gagnant, c'était un Lyonnais qui s'appelait D-Rock, qui avait sorti deux titres, qui s'appelait Notre potentiel, les mots qu'il faut, qui était produit par IAM. C'est une idée de M6 qui disait, tiens, qui nous ont dit, non. Il y avait donc Olivier Cachin à la base, cette histoire. Et il me dit, tiens, on va faire une émission. Parce qu'à la base, c'était ça. C'était pas un projet d'Highland à la base C'était pas Highland Projet de Highland et M6. On va faire une émission sur le rap, qui va s'appeler Rapline. Et ce serait bien que ce soit présenté par Olivier Cachin, qui lui était déjà dans le truc, et puis que ce soit co-animé avec toi. J'étais content. Très honnêtement, quand ils ont pris Cachin pour présenter Rapline, tu l'as eu mauvaise ou pas du tout? Pas du tout. Parce que je devais être co-présenté avec lui. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait à cette époque, c'était bien pour moi, personnellement, de faire un retour télé, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on parle de hip-hop, parce qu'il n'y avait plus du tout d'émissions sur le hip-hop. Donc forcément, j'ai dit oui. J'ai dit oui, on y va. Et on dit, bon, on va démarrer cette émission à la rentrée, en septembre. Mais avant, on va organiser l'été, pour promotionner cette émission, une tournée à la recherche des meilleurs rappeurs de France. On va faire un concours parrainé par la maison de disques Highland pour la sortie d'un disque au bout de cette tournée avec les meilleurs rappeurs. J'ai dit OK, en plus parrainé par la FNAC, etc., etc. Une belle tournée. Moi, j'adore tourner. J'ai dit OK, je pars en tournée. Et il me dit, quand on rentrera de cette tournée, tu vas co-animer cette émission. Ce qui n'a jamais eu lieu. On m'a jamais rappelé. On m'a laissé sur le carreau, comme on dit. Mais bon, j'ai l'habitude dans ce métier, on a l'habitude d'avoir des hauts et des bas. Ce qui n'est pas grave, c'est qu'on a fait une belle tournée et que je cherchais un DJ qui soit complètement différent de ce qu'on a. Et qu'un jour, je vais au Rex Club un soir et j'entends un mec qui mixe du funk, mais de la mort, bien comme il faut, avec un blond, les cheveux comme ça, mais la boîte black à fond, la musique, super DJ. C'était David Guetta, à qui j'ai demandé de venir me rejoindre sur cette tournée. On est parti à 3 avec un danseur, parce qu'il n'y avait pas non plus de budget énorme
pour organiser cette tournée. Mais si tu veux, là, le problème, moi, que j'avais avec ça à l'époque, réellement, c'est pas le fait que ça soit Guetta, parce qu'il n'était pas ce qu'il est devenu encore, on s'en fout. Enfin, tout était difficile pour nous, là, dans la pochette, le rap. C'était pas possible à ce moment-là, quoi. Oui, La peut-être. camionnette a été cool quand même. Excuse-moi, Ouais. on va l'écouter. Ouh là là. Ouh là Alors, on va pas focaliser là-dessus, c'est qu'un épisode parmi d'autres, mais bon, c'était difficile, franchement. C'est-à-dire que nous, on n'était pas on s'est beaucoup posé de questions avec David Guetta. C'est pour nous, ça, c'était du bénibi, quoi, tu vois. Oui, parce que nous, on cherchait une étiquette, comment dire ça, commerciale. Et on ne voulait pas tomber dans un truc underground à fond. J'aurais pu faire une musique très piffante, tu vois. On cherchait un côté qui soit festif, dansant. Mais qui tu parle comprends que pour qui nous, défend la quelqu'un qui culture a hip-hop. incarné le hip-hop du début, qui nous l'a presque amené, Ouais. c'est décevant pour nous. Tu peux le comprendre? Oui et non. Ouais. Oui et non, parce que nous, mon objectif, c'était de faire quelque chose de grand public. Voilà. Et si je m'étais enfermé à faire un rap hardcore ou profondément, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être pas dû, non. On a vraiment cherché une rythmique, un truc qui soit plus grand public. Là, on a tourné ce clip à Londres, on a trouvé des équipes formidables. On cherchait quelque chose de plus grand public qui touche pas, qui soit pas à fond underground. J'aurais pu le faire. J'aurais pu être hardcore. J'avais encore cette image grand public que je voulais garder. Donc ça a été un choix, en sachant que bien sûr ça allait peut-être en opposition avec tout le underground qu'il y a dans cette culture hip-hop qui existait déjà à cette époque. C'est sûr qu'on se met à dos certaines personnes, bon, c'est pas Il y grave. avait une compile aussi qui était sortie parallèlement, Oui. une compilation rap avec La là, des trucs compilation rap. américains. Alors, dans le il y avait concours, Eric Bien Rakim, il y avait Blue Ouais, il y Tribe avait tout le dedans. monde. Ouais. Tu as parlé de D-Rock qui a gagné le concours, mais il y avait aussi Diabus qui avait participé. Diabuse, ouais. Il y avait Diabus Ouais. System. Et donc, ça, au bout d'un moment, il n'y a plus Guetta et il a été remplacé au pied levé par Cut Killer. Oui, Cut Killer est venu avec moi après en tournée, parce que Cut Killer, Parce que Cut Killer disait oui à tout à l'époque. oui, mais quelqu'un de merveilleux, bien super sûr. DJ. Il est parti avec moi, on a fait une tournée un peu partout. Je voulais toujours être avec des DJ qui soient des bons DJ hip-hop. Ça, c'est clair et net, c'était important, quoi. Et il est difficile de surfer avec la culture hip-hop. Soit on reste underground, c'est un choix. On est underground, et dans ce cas-là, on s'efface tout, on n'a pas les portes qui s'ouvrent, toutes les portes qui s'ouvrent, soit on reste... Moi, j'avais une image assez grand public, il était important Si tu veux, de la pour moi, garder. on va clore ce chapitre, on va pas s'étendre là-dessus. C'est même pas que c'est commercial, pas commercial, c'est anachronique. C'est ça le vrai problème. Déjà à ce moment-là, c'est déjà anachronique. Ah, peut-être pour toi, oui, peut-être. Ouais, bon, Mais, c'est mais une par- critique. pour revenir à D-Rock, en fait, je ne sais pas ce qu'il y avait de prévu de plus dans le concours Nation Rap après un CD de titres, mais ça s'est arrêté là, en fait. Et le CD de titres, Ouais. je l'ai trouvé dans un magasin de disques, enfin bref, mais il n'y a pas eu une promotion énorme. En Oui. tout cas, c'était moins visible que le concours Nation Rap lui-même. Parce qu'ils ont fermé la maison de disques Island au moment de la promo. D'accord. Paf, c'est-à-dire qu'ils ont Island France fermé. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les bureaux France, donc on n'a pas pu faire la promo. J'ai recontacté, on s'est retrouvé comme par hasard, Jean-Pierre Veller, le directeur de producteur de Island France, parce que l'AMJ entre ici et la Colombie, et on en a encore parlé, parce qu'il y a encore plein d'images de cette tournée où il y a eu vraiment une rencontre. Ce qui était important, ce qui était bien dans cette tournée, c'est que beaucoup de jeunes qui rappaient dans leur coin venaient sur scène s'exprimer comme ça. On a eu Ayam qui s'appelait pas encore Ayam, et ça a été très virulent à Marseille, parce que les mecs me jetaient carrément. Akhenaton, il a pris le mic, c'est nous les Marseillais. Mais C'est les voyous de Marseille, ça. Non, mais c'est génial, parce que j'étais pas la star, quoi. Les gens, c'est eux qui étaient la star. Chaque ville, t'as son rappeur, Mulhouse, et là, moi j'arrive, je présente, mais les mecs, ils arrivent avec la virulence justement du vrai hip-hop de la rue, tu vois, du vrai hip-hop dans la rue. On savait pas qui allait venir, on demandait, tu veux rapper, tu veux prendre le micro, vraiment, c'était du vrai, quoi. C'est pas des émissions programmées, un truc. La tournée, elle était là, il y a des gars qui avaient la rage, qui avaient envie de dire ce qu'ils avaient envie de dire, qui rappaient bien, pas bien, ou n'importe quoi. Il y avait les gars de la rue, ils étaient là, quoi. Cette tournée, elle était essentielle pour ça. Parce que c'est vrai que toi, tu symbolises le hip-hop de début, où c'est la danse qui est prédominante. Ouais. Et après, le rap a pris le pas sur tout le Ouais. reste. Ouais. Ah oui, il n'y avait pas de rap français, il n'y avait pas.
C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est peut-être pas évident parce que les gens disent ouais, tiens, mais Sidney, ce qu'il faisait, c'était édulcoré. J'ai tout entendu, hein, c'est pas un souci. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait à ma place, ces gens-là? Non. Il y avait quoi? Il y avait rien. Donc on n'avait pas de référence pour dire tiens, maintenant. Alors tu peux pas non plus être quelqu'un de la télévision, entre guillemets, en parlant de moi, qui a amené un truc à la télé, et dire demain, face à la société, yo, vas-y, le rap, la vie, c'est dur, c'est machin. Non, j'ai toujours donné jusqu'à aujourd'hui une image positive de tout ce que je fais. Quitte à passer pour une marionnette, demain, je m'en fous. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je sais que cette culture-là, elle est plus qu'en moi, que je la connais avant tout le monde, tu vois. Et que j'étais peut-être le premier à rapper avant tout le monde, même si je rappais mal, et même si c'était du rap qui n'était pas hardcore, ou qui est hardcore ou pas. L'important, c'est que je suis là et que je peux partir prendre un mic et faire un freestyle avec n'importe qui, même s'il le fera mieux que moi, tu vois. Parce que l'idée pas l'idée, la profondeur de cette culture hip-hop, et c'est ce qui fait sa force, c'est que n'importe qui peut venir faire ce qu'il a envie de faire. S'il le fait bien et qu'il se fait remarquer, il se fait connaître. Et cette force-là existe encore jusqu'à aujourd'hui, encore plus forte maintenant. On voit bien le rap d'aujourd'hui, la drill et tous ces styles de musique, ou n'importe qui. Donc ça continue quelque part. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est toujours pareil. Donc on va dire, tiens, le rap d'aujourd'hui, on n'aime pas parce que c'est... Alors, avant, ce qu'il faisait avant Sidney, on aime, on n'aime pas. Mais autre milieu, voilà. Il y a des gens qui rejetaient et qui n'aimaient pas NTM et qui préféraient IAM. Ouais, c'est ça une culture. Une culture, c'est quand elle est naissante, elle part un peu comme ça, avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Moi, il y a des choses que j'ai faites qui me font rire, pas honte, parce qu'on ne savait pas. Et quand je me regarde dans l'émission, des fois, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis ridicule. Ça, c'est pour tout le monde, ça. Bah oui. C'est comme tu regardes les vieilles photos de classe. Voilà, c'est la même chose. Mais c'est vrai, à chaque époque, sa légitimité. Exactement. C'est pas le problème, ça. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on se dit, aujourd'hui, c'est un truc qui se dit, que le rap est partout, il a gagné, et que le hip-hop est nulle part. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, ça. Le hip-hop est nulle part. Ah, c'est pas mal, ça. Aujourd'hui, les jeunes qui rappent, la culture hip-hop, ils s'en foutent. Le rap? Oui. Beaucoup. Ils ont beaucoup été élevés à la variété, surtout. Alors, voilà. Non, ils ont été élevés au rap français. Dans l'état d'esprit... C'est un truc un peu consanguin. Le graphe, ils en ont rien à foutre. Tout c'est standardisé. C'est généralisé. Parce qu'avant, on avait dit, tiens, le graphe fait partie de la culture hip-hop, ce que je répète tout le temps et tous les jours jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a le rap qui fait partie de la culture hip-hop, qu'il y a la danse hip-hop, le breaking, on danse debout, tout ça fait partie de cette culture qui s'appelle hip-hop. Il faut chaque fois recentrer les choses, et c'est vrai que ça s'est beaucoup divulgué, beaucoup épanoui, non, j'en sais rien, mais en attendant qu'effectivement, ça s'est standardisé, parce que la culture hip-hop, on dit, oh, bah, hip-hop, oui, c'est vrai, ça veut dire quoi aujourd'hui alors que non, il y a un état d'esprit, un état d'âme qui se perd, parce que les jeunes d'aujourd'hui... C'est vrai que dans l'esprit des gens, aujourd'hui, quand on parle de hip-hop, c'est old school. Ouais. C'est les Kangol, c'est les gros lacets, c'est... Ouais. Ce qui était bien, d'ailleurs. On est nostalgique. Et bon, on va conclure là-dessus, on va présenter quelques trucs avant. On va présenter déjà ce bouquin de Maxime Delcourt, Timbaland et The Neptune. Alors voilà, ça, moi je vais pas faire le faux d'air, j'ai jamais trop aimé cette musique, mais j'ai commencé à lire le bouquin et ça m'a fortement intéressé. Voilà, les deux, que ce soit Timbaland ou les Neptunes, sont venus de Virginia Beach, donc c'était pas gagné. Et au final, ils ont quand même produit énormément de gros trucs. Évidemment pour Justin Timberlake et Britney Spears, mais aussi pour Snoop Dogg, Ludacris, Da Game, etc. Enfin, vraiment, ils ont vraiment trusté à un moment l'industrie musicale. C'est très bien raconté. Il y a des chroniques de tous les bangers qu'ils ont pu faire. Voilà, très, très intéressant, en tout cas pour l'histoire, même si vous n'avez pas la musique. Sidney, ça t'intéresse? Ouais, je bien. Sidney, c'est cadeau. Neptune, si, j'aime bien. Et puis, on en avait parlé, la toute première émission avec Lilian Thuram, on avait parlé de cette sortie d'un label qui s'appelle 180 grammes, un label nantais, Wamono A to Z. C'est le volume 2 qui vient de sortir. Voilà, ça explore un petit peu le groove et le funk japonais. Le premier volume, c'était sur le jazz funk japonais. Le deuxième, c'est sur du funk plus qu'on pourrait qualifier de 70s ou à la James Brown. Alors cette fois-ci, il y a des voix, donc c'est un peu moins facile parfois à aborder. D'abord, on ne comprend pas toujours le japonais, puis ça donne parfois un petit côté kitschouille. Mais voilà, en tout cas, gravement conseillé. On attend évidemment le volume 3 qui sera consacré au boogie. Et puis on a une autre sortie. C'est la tienne, puisque tu as réédité le générique avec des bonus, des bonus avec ajouts. DJ Fantôme. Ouais. Le générique de l'émission. Et d'ailleurs, si tu devais représenter l'émission aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? De quoi tu parlerais? Ah, un truc qui va t'embêter, la même chose. Non, pourquoi ça m'embêterait? Non, pas du tout. Non, je serais content qu'il y ait une émission hip-hop
vraiment qui ressortent. Mais par contre, ce ne serait pas moi le présentateur. Tu vois, il faudrait prendre des jeunes qui parlent aux jeunes. Parce que le hip-hop reste quelque chose de jeune, quand même s'il y a les D'accord avec anciens. Tu vois, donc oui, j'aimerais bien chapeauter pour donner tout le vécu que j'ai connu comme d'autres anciens d'ailleurs, parce que je suis plus tout seul à être ancien. Mais oui, après, moi, présenter une émission de hip-hop, non, ça ferait un peu... oui, oh, bonjour les frères et sœurs, je crois que ça va. Comme tu dis toi-même, c'était un moment... mais ça reste mon image de marque, j'y peux rien, c'est des gens, ça me colle à la peau. Mais le hip-hop permet aux jeunes de rester vieux, aux vieux de rester jeunes. N'est-ce pas? Regardez. Ben voilà, c'était Get Busy, saison 3, épisode 7, l'épisode Ombre et Lumière, avec Cher. Merci. Tu es au courant que David a ouvert une pâtisserie tunisienne, ça y est, c'est officiel. Et puis évidemment, avec Sydney, qu'on remercie. Merci. Voilà. Merci, cher, merci beaucoup. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, c'était Get Busy. Peut-être le dernier épisode de la saison, on ne sait pas. En tout cas, on se retrouve peut-être un jour.